Je passe la parole à Monsieur Nicot. Merci, Monsieur le Vice-président. Merci, Monsieur le Président. Je voulais profiter du moment où je quitte la Commission 2 pour aller à la Commission 6 de Maurice Perriot, pour faire peut-être un pré-bilan, après 2 ans de mandat finalement, de l'atteinte, ou en tout cas de la trajectoire par rapport aux objectifs que vous étiez fixés en début de mandat. Je dois dire qu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont de mon point de vue positifs. Je pense que tout ce qui concerne l'enseignement supérieur et la recherche, où vous avez décidé de faire finalement un état des lieux de l'ensemble des investissements qui avaient été décidés par l'ancienne majorité, pour redéfinir éventuellement des trajectoires et se mettre en conformité avec les capacités financières de la région, me paraissent effectivement une décision sage et raisonnable. Je pense que la région qui avait une habitude de subventionnite aiguë, comme d'ailleurs beaucoup de collectivités, on a beaucoup plaidé pour que, dans le cadre des aides qui sont distribuées aux entreprises, vous privilégiez les avances remboursables et les prêts aux subventions. Et je crois que de ce point de vue-là, nous avons été en partie entendus et je crois qu'il faut maintenir cette trajectoire. Là où je suis beaucoup plus réservé, voire je considère que le compte n'y est pas, c'est sur la simplification. Vous aviez fixé cet objectif de simplification des dispositifs et d'aide aux entreprises et leur lisibilité, surtout par les chefs d'entreprise et en particulier les plus petits d'entre eux, c'est-à-dire les PME et les TPE. Et je crois que de ce point de vue-là, il n'y a pas eu énormément d'initiatives et en tout cas de progrès. Alors, je considère comme un signal finalement assez positif le fait que notre nouvelle présidente ait eu une vie de chef d'entreprise avant de s'engager en politique et de prendre la présidence de la région, parce que finalement elle a été en quelque sorte de l'autre côté de la barrière et peut-être que ça peut lui apporter un certain nombre d'initiatives pour dépoussiérer et simplifier un certain nombre de dispositifs. J'en accepte l'augure, nous verrons bien. Mais en tout cas, pour moi, avec cette casquette de chef d'entreprise, je considère que là, il y a encore du travail à faire, beaucoup de travail à faire. Enfin, je voulais vous dire et vous remercier pour le fait que pendant tous ces 2 années, l'ensemble des oppositions a pu s'exprimer de manière extrêmement ouverte, libre et détendue. Et je crois que c'est important. Je crois qu'on a bien travaillé tous ensemble, me semble-t-il. Opposition, ancienne majorité, nous-mêmes qui sommes des néo-élus. Et tout ça a concouru, je crois, à finalement nous aider à converger sur un certain nombre de sujets. J'espère que dans les années qui vont venir, dans les 4 années qui restent de la mandature, cette dynamique et cet état d'esprit prévaudront. Je vous remercie. Merci. Le tour de parole est donc achevé et je vais laisser la conclusion à Monsieur le Président de la Commission. Oui, je vais répondre à chacun des intervenants, pas forcément dans l'ordre. Je vais peut-être commencer par Mme Debord pour lui dire que bon, nous n'avons pas baissé, nous avons maintenu le nombre de bourses mobilité en VO. Il y en a plus de 3000 encore cette année. Et le montant unitaire de ces bourses n'a pas changé pour les boursiers. Donc, de ce point de vue, nous maintenons tout à fait notre effort, qui est un effort important et nécessaire pour les jeunes, pour qu'ils s'acculturent à l'international. Un mot aussi sur les propos de Pascal Nicot et sur ses réserves quant à la simplification. La simplification, c'est un long chemin. Ça se décrète pas, enfin ça se décrète, mais ça se met pas en place du soir au lendemain. Par contre, c'est un travail de tous les jours. Il y a quand même un certain nombre de choses qui ont avancé, ça ne lui a pas échappé. D'abord, on a un site qui a été revu et modifié, et le taux de fréquentation de ce nouveau site est quand même très supérieur à ce qui était avant, puisque sur les premiers mois de l'année, on était à plus 57% de fréquentation. Plus 57% de fréquentation, ça veut dire quelque chose. Donc ce premier site est beaucoup plus facile d'accès. C'est la dématérialisation d'un certain nombre de dispositifs. Je vous rappelle que précédemment, il y avait 11 Pays de la Loire conseils par papier. 11 FRAC par papier. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'un Pays de la Loire conseil numérique.
voilà, c'est un exemple, et c'est clairement le sens de la simplification. La simplification aussi, c'est d'établir une relation de proximité avec les chefs d'entreprise, qu'ils aient un interlocuteur de proximité. C'est les développeurs économiques qui ont été recrutés par l'agence régionale. Je pourrais multiplier les exemples. C'est la politique d'internationalisation qui est plus claire et plus simple. Mais si vous voulez me faire dire qu'il y a encore des marges de progrès, je vous le dis évidemment. Et Samia Sultani travaille sur ces problématiques-là et travaillera aussi très prochainement sur les problématiques d'évaluation de nos politiques d'accompagnement développement économique pour faire en sorte aussi, quand on évalue, qu'on aille aussi vers plus de simplification. Sur ce point, il n'y a aucun souci. Mais j'aurais quand même souligné qu'il y a quand même des avancées quand même assez importantes et on va continuer dans ce sens-là tout au long des mois qui viennent et évidemment des années qui nous séparent de la fin du mandat. Et puis je voudrais vous remercier sur les mots que vous avez prononcés sur l'état d'esprit de travail qu'on essaie de rendre le plus productif possible au sein de la Commission en écoutant effectivement chacune des minorités et pas forcément des oppositions. Mais j'ai toujours pensé que travailler avec humour n'empêchait pas d'avoir un travail sérieux. Pour répondre à Mme Bringuy, alors j'ai beaucoup aimé son intervention, mais il y a beaucoup de choses qui ne me concernent pas, donc qui concernent les autres commissions, qui concernent la commission de Maurice Perrion, qui concernent la commission présidée aujourd'hui par André Martin. Non, mais attendez, je vais vous répondre très précisément. Et vous m'avez parlé d'économie circulaire. Alors, vous m'avez dit qu'il manquait une belle page dans nos documents-là, une belle page sur l'économie circulaire. Alors moi, je vous invite à lire la belle page qui existe, qui est écrite, même ça doit être un peu plus d'une page, sur l'économie circulaire dans le schéma régional de développement économique, d'internationalisation et d'innovation que nous avons adopté l'année dernière. Cette page-là a dû vous échapper, mais Jean-Michel Buff, qui travaille sur ces problématiques d'économie circulaire, évidemment, va en rédiger une feuille de route beaucoup plus complète. Et c'est cette feuille de route qui sera intégrée au SRADET qui fera évidemment une base beaucoup plus solide dans notre politique en termes d'économie circulaire. Par ailleurs, vous nous avez parlé de préparer les jeunes aux métiers de demain. C'est une préoccupation majeure. Je cite juste un exemple, mais sur les problèmes d'industrie du futur. Il a été ouvert, je parle sous le contrôle d'André Martin et Christelle Morancet qui était en charge de ces politiques jusqu'à présent. Je parle pour Christelle Morancet. Ces 13 formations qui ont été ouvertes à la rentrée dernière, et sur les 13 formations, me semble-t-il, de mémoire, il doit y en avoir 7 ou 8 en alternance dans l'enseignement supérieur, donc autour de l'informatique et de l'industrie. Donc c'est une préoccupation majeure, mais là aussi, le fait que Sébastien Pilar et Nathalie Gosselin soient les deux référents dans nos commissions pour travailler en transversalité, ça va évidemment dans le bon sens, parce que lorsqu'on fait des réunions avec les chefs d'entreprise, et moi je multiplie ces réunions-là sur le terrain, qu'est-ce qu'ils nous disent une fois qu'on a parlé des outils d'accompagnement? Leur problématique, c'est le recrutement. C'est le recrutement des jeunes, de trouver des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, formés à leur métier. Donc on a tout un travail à faire, et évidemment, il y a un travail à faire entre nos deux commissions. Mais plus largement que ça, j'ai proposé à notre nouvelle présidente, avant même qu'elle soit élue, que l'un des objectifs, l'une des priorités de ma commission l'an prochain, ça soit aussi le travail en transversalité. On l'a commencé à le faire avec Lydie Bernard sur les problèmes agricoles, avec Maurice Perrion sur toutes les problématiques de territoire, et notamment avec Laurent Giraud sur la transition énergétique. On va travailler maintenant de façon beaucoup plus serrée avec la commission présidée par André Martin, et je crois qu'effectivement, il y a une transversalité à 2 ou 3 commissions sur certains sujets. Et là-dessus, j'ai proposé à la présidente, qui je crois l'a accepté, qu'on travaille beaucoup plus en transversalité. Maintenant qu'on a rédigé un certain nombre de schémas, maintenant qu'à partir de ces schémas, on a mis en place un certain nombre de plans d'action, comme le plan Industrie du futur, comme aussi d'autres, la stratégie numérique, etc. Le plan numérique, on va pouvoir rentrer dans une phase plus transversale. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour vous donner quelques éléments de réponse. Bon, quant aux questions qui ont été posées sur les problèmes d'enseignement supérieur et de recherche, je considère que Stéphanie Well a parfaitement répondu. Alors je voudrais m'adresser à Viviane Lucas pour qu'elle soit mon messager auprès de Mme Coaprou. On souhaite avoir, depuis hier, d'ailleurs les débats sont de ce niveau, un débat apaisé entre nous et que chacun puisse écouter, entendre les réflexions des uns et des autres. Mais moi je souhaiterais, et je lui redirai d'ailleurs de vive voix, Mme Coaprou,
faut quand même qu'elle sorte des caricatures sur les positions de chacun sur l'ESS. L'ESS, c'est pas de gauche ou de droite, c'est pas parce qu'on est de gauche qu'on aime l'ESS et qu'on est de droite qu'on n'aime pas l'ESS. Enfin, je veux dire, il faut sortir de ce monde-là. C'est pas une vision, c'est une vision très manichéenne de la société, et je trouve que ça correspond à rien. Voilà, donc je lui dirais très, très franchement. Alors, vous ne serez pas surpris. Il y a d'ailleurs une question à Madame la Présidente du groupe Écologie Citoyen qui reprend d'ailleurs mot à mot les propos de Mme Coapro sur l'éventuel désengagement de la région par rapport à l'économie sociale et solidaire. Je voudrais faire une réponse un peu plus étayée peut-être que pour les autres réponses, parce que j'aurais rétabli un certain nombre de contre-vérités. D'abord, ça ne vous étonnera pas si je vous dis que je suis d'accord avec une partie de l'argumentation de Mme Coapro et d'ailleurs de la question orale portée donc par le groupe Écologie Citoyen, quand on dit que l'ESS est une part importante de l'activité dans les régions de Pays de la Loire, que c'est un secteur associatif est plus implanté qu'ailleurs, etc., etc. Bon, je suis désolé, c'est exactement le même argumentaire. Non, mais donc je continue à parler, si vous voulez bien, puisque pour le moment, c'est moi qui ai le micro. Quand vous l'aurez, je pense que quand Madame la Présidente vous le donnera, vous pourrez aussi parler. Et je voudrais dire simplement qu'il y a un certain nombre de choses et de chiffres qui ont été portés par Mme Violaine Lucas qui sont erronés. Alors, je vais répondre très, très factuellement. Je suis désolé, mais j'aime bien que les choses soient précises. Quand, par exemple, on nous dit que l'IRESA voit sa subvention divisée par 2 en 2017, c'est faux, parce qu'en fait, l'IRESA a été subventionnée, si vous voulez, de juillet à juillet, et que, en fait, la subvention de cette année 2017 correspond au second semestre. Elle n'est pas, d'ailleurs, de 20 000 euros, elle n'est pas de 17 500 euros, elle est de 25 000 euros, puisqu'elle correspond à 7 500 euros pour l'animation du réseau, 10 000 euros pour l'animation du PTCE et 7 500 euros pour l'innovation sociale. Donc il n'y a pas de baisse. Sur le CEAS 72, qui est d'ailleurs financé à hauteur de 2 000 euros par Parlement, il est financé à hauteur de 20 000 euros par la région des Pays de la Loire, et ces 20 000 euros correspondent à 69% exactement, 69% exactement du plan d'action du CEAS 72. Donc sur un budget de 29 000 euros, nous apportons 20 000 euros. Et par ailleurs, ce CEAS 72 n'est pas mis de côté par la région, puisque dans le cadre d'un appel d'offres, il lui a été confié le DLA 72, le DLA de la Sarthe, pour 52 772 euros précisément. Donc ça veut dire qu'on a confiance dans ces acteurs. Sur les écosolides, la contribution de la région représente 4% du budget global des écosolides, qui s'établit à 687 903 euros. Et on attend de cette structure des compléments d'information quant à son implication sur l'ensemble du département, parce que c'est une association qui est très nantaise. Voilà. Et donc, le quatrième point, c'est l'URSSCOP. Et l'URSSCOP a vu ses revenus propres autres que des subventions augmenter, et donc on a adapté aussi notre subvention à la hauteur de ces financements autres qui ont été obtenus par l'URSSCOP. Et je rappelle aussi que, par exemple, pour l'URSSCOP, où nous intervenons à hauteur de 100 000 euros, la ville de Nantes intervient, elle, à hauteur de 4%. Donc voilà ce que je voulais vous dire, mais ce n'est pas tout, parce que en ce qui concerne l'économie sociale et solidaire, je voudrais quand même aussi rappeler que si on intervient au titre de la commission 2, commission développement économique, la commission et la direction de la formation professionnelle intervient largement aussi auprès des entreprises de l'économie sociale et solidaire, avec des soutiens à l'OPCA Uniformation, à l'OPCA Unifaf, avec aussi des interventions aux structures par rapport aux structures d'insertion par activité économique. Et tout ça représente, je ne vais pas être trop long, mais tout ça représente un montant de subvention de l'ordre de plus de 500 000 euros annuels, 588 000 euros annuels, qu'il ne faut pas oublier de prendre en compte lorsqu'on parle du soutien apporté à l'économie sociale et solidaire. Et puis enfin, je voudrais rappeler que la région
souhaite, et le fait d'ailleurs, ouvrir ces dispositifs de droit commun à l'ensemble des entreprises de l'économie sociale et solidaire. C'est la mobilisation de Pays de la Loire-Conseil, c'est pas seulement du DELA ou du DAZES, c'est les prêts de transmission, c'est les prêts TPE-PME. Je pourrais être encore plus précis, mais c'est un soutien avéré et nous faisons en sorte aussi que je n'aime pas opposer l'économie sociale et solidaire à une sorte d'économie traditionnelle, mais que l'économie sociale et solidaire prenne complètement sa part dans l'économie régionale. Voilà ce que je pouvais vous dire, Mme Lucas, et vous dire qu'effectivement, il n'y a pas d'amour, mais il n'y a que des preuves d'amour, et j'espère vous en avoir apporté un certain nombre à l'instant. Pour répondre à M. Clergeau, je voudrais d'abord lui dire que les 600 000 € du programme 516, ce sont essentiellement, le programme 516, c'est à 90% des dépenses de l'agence régionale, pour financer l'agence régionale. Donc ce sont des dépenses qui correspondent à des ajustements, qui correspondent à des activités liées au travail des développeurs économiques, mais c'est aussi des participations à des salons, comme le Salon du Bois, comme le Salon de la relation client au Mans. C'est aussi la refonte du site Internet. Bref, c'est un ensemble d'actions plus ou moins importantes qui nécessitent un ajustement budgétaire de 600 000 €. C'est assez normal qu'en début d'année, on ait parfois du mal à préciser à 600 000 € près le budget d'action économique. Sur les sites, avant de répondre sur les technocampus, je dois vous dire qu'en lisant le dernier magazine Ma Région et en lisant la tribune de votre groupe, j'étais assez choqué. J'étais assez choqué des propos qui étaient tenus ou des écrits qui étaient sur ces colonnes où vous parliez de l'ICIT en disant qu'on ne faisait rien pour l'ICIT. Stéphanie Well vous a répondu sur le fond, mais sur la forme, je vais vous dire une chose, quand Stéphanie Well rencontre, et c'est très fréquent, et je la remercie de son investissement sur ces sujets-là, quand elle rencontre le président de l'université de Nantes ou d'autres acteurs concernés par ce problème d'ICIT, et Dieu sait s'il y a eu des rencontres, Dieu sait s'il y a eu des rendez-vous, Dieu sait s'il y a eu des réunions de travail, Dieu sait s'il y a eu des coups de fil pour essayer de trouver des solutions et faire rebondir ce projet, eh bien effectivement, elle ne vous passe pas un coup de téléphone avant, M. Clergeau, et ce travail aussi, pour qu'il avance, il se fait parfois dans l'ombre, et ça ne nécessite pas forcément d'en faire état publiquement sur la place publique. Mais ce n'est pas parce qu'on ne vous le dit pas qu'on ne fait rien et qu'il n'est rien fait. Enfin, sur les technocampus. Alors là, je vais aussi prendre un petit peu de temps parce que j'ai animé avec Stéphanie Well de très nombreux COPIL, notamment sur le COPIL Technocampus acoustique, le Technocampus aussi énergie des océans, et puis un objet qui n'est pas vraiment un technocampus, mais qui est important pour le rayonnement de la région, c'est le CEA Tech. D'ailleurs, ce dossier avance très correctement et on devrait avoir très prochainement pouvoir passer à la phase de réalisation très prochainement. Donc vous n'en avez pas parlé, mais je voulais le dire parce que c'est une nouvelle importante pour la région des Pays de la Loire. Moi, je dois vous avouer que j'étais quand même un petit peu surpris de la réception de ce courrier du maire du Mans 2 jours avant la session. Je n'ose imaginer qu'il s'agit d'un coup politique. Ça serait étonnant. Mais dans la mesure où on a donc animé depuis le début de l'année un COPIL à raison d'un COPIL toutes les 6 à 8 semaines, sur place, au Mans, bien sûr, avec tous les acteurs concernés. Tous les acteurs ont toujours été présents autour de la table, dont notre ami Olivier Biencourt. Et à chaque fois, le conseil régional était très transparent. On n'a jamais pris quelqu'un par surprise en disant que de toute façon, sur ces objets-là, il faudrait qu'on arrive à avoir un modèle économique qui, à terme, s'équilibre, même si je reconnais que la région peut avoir un rôle de service public, entre guillemets, service public avec des guillemets, pour permettre la réalisation de ces objets très importants. Mais nous avons été toujours très clairs en disant que nous rechercherions un modèle économique, alors que ce modèle économique n'existait pas sur les autres technocampus. Je ne reviens pas là-dessus, c'est un fait. Et donc, vous avez fait le choix, vous, d'avoir un loyer qui était un loyer à coût marginal qui ne correspondait pas à la réalité des choses. Nous avons fait le choix, et nous l'avons dit depuis le départ à tous les acteurs, d'avoir un loyer qui soit, grosso modo, dans le coût
dans le coût du marché. Nous sommes dans la fourchette basse des marchés parce que les chiffres que vous avez donnés, M. Clergeau, ne sont pas exacts, ils sont erronés. Ils sont erronés, M. Clergeau, le coût du loyer. Vous avez parlé d'un coût de loyer à 190 € au Mans, il n'est pas de 190 €, il est de 140 € pour le tertiaire, il est de 100 €, il est de 100 € pour les halles technologiques. S'il vous plaît, laissez... Non, mais je vous demande juste... Non, on n'interrompt pas. Laissez le président s'exprimer. Merci. On n'a jamais parlé... Laissez-le s'exprimer. Merci. On n'a jamais parlé, et quand on parle de loyer, on ne parle jamais de loyer charges comprises. Si vous lisez la presse ce matin, API dit qu'à Nantes, par exemple, le coût du loyer pour des locaux tertiaires est de 190 € le mètre carré. API ne parle pas de charges comprises, c'est 190 € le mètre carré. Donc, je vous dis que les chiffres que vous avez cités, M. Clergeau, sont erronés, et je vous le dis, comme aurait dit un de vos anciens amis, les yeux dans les yeux, M. Clergeau, je vous dis que vos chiffres sont erronés, et que vous avez cherché à avoir, vous, un loyer au coût marginal, et nous cherchons à avoir un modèle économique qui se tienne. Le montage en SAS, en passant par la SEM régionale, ne change rien au coût du loyer. Ça ne fait pas un loyer plus cher ou moins cher à la fin. La SEM régionale, par contre, porte le risque, et un risque qui est majeur, qui est avéré, puisqu'au Mans, aujourd'hui, il y a un certain nombre de mètres carrés qui ne sont pas utilisés et qui ne sont pas sûrs d'être utilisés. Donc c'est bien cette SEM qui va, in fine, porter le risque. Et quand on dit la SEM régionale porte le risque, on est bien passé pour le savoir sur d'autres sujets que vous avez montés par le passé, eh bien, c'est la région qui est appelée à la rescousse. Et donc, nous avons, si vous voulez, nous avons voulu travailler sur un modèle économique qui s'équilibre, tout en faisant en sorte que justement cette SAS n'ait pas une rentabilité importante, il n'y ait pas de, si vous me permettez l'expression, de gras qui soit fait sur le dos des utilisateurs de ces locaux, parce que le but, évidemment, n'est pas d'assurer des revenus complémentaires de nature importante à la SEM régionale par l'intermédiaire de cette SAS. Et donc, quand vous avez mobilisé des millions d'euros de l'argent des Ligériens pour faire les précédents technocampus, nous, en mobilisant 2 900 000 € d'argent régional, nous mobilisons 43 millions d'euros et nous investissons 43 millions d'euros sur la région des Pays de la Loire. Vous pouvez toujours dire non de la tête, c'est une réalité, les chiffres sont têtus. Mais moi, je m'aperçois que plus on vous met de chiffres concrets devant les yeux, plus vous faites non de la tête, mais les chiffres sont les chiffres. Et j'entendais hier matin sur RTL une émission où on disait que les Français n'aimaient pas les mathématiques. Je ne sais pas si les Français n'aiment pas les mathématiques, mais en tous les cas, vous êtes sans doute fâché, M. Clergeau, avec l'algèbre. Donc voilà comment nous allons monter ces technocampus. Nous sommes en relation avec les différents utilisateurs qui, pour le moment, aucun n'a donné une réponse. Et donc, nous allons continuer ce travail de concertation. J'ai toujours dit à tous les futurs utilisateurs, et c'est noté dans tous les comptes rendus de COPIL, que j'étais évidemment ouvert pour répondre à toutes les questions qu'ils se posaient, ainsi que les services de la région et l'agence régionale. Et puis, si vous me permettez, je voudrais aussi finir sur un point. Parce que vous nous avez très souvent attaqué sur notre plan Industrie du futur, M. Clergeau, en disant que c'est quelque chose qui ne fonctionnerait pas, etc. En fait, en réalité, ce plan Industrie du futur fonctionne très bien et on a d'excellents résultats. Aujourd'hui, on a énormément d'entreprises qui sont intéressées par ce plan, non seulement intéressées, mais qui ont déjà profité de ce plan. Il y a eu un premier appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé au mois de juin avec des réponses au mois d'août. Ce n'était pas forcément la meilleure période, mais il n'empêche qu'on a plus de 30 entreprises qui se sont portées candidates. Il y en a 10 d'entre elles qui ont déjà été aidées. Et on avait fixé comme objectif 70 entreprises par an. Et là, en quelques mois, puisqu'on a lancé vraiment les opérations au mois de mai, en quelques mois, on a déjà plus de 40 entreprises qui ont été suivies et aidées. Donc l'objectif de 70 devrait être largement atteint, enfin atteint cette année et largement atteint dans les années suivantes. Donc c'est un dispositif qui fonctionne, qui répond aux besoins des entreprises. Et sur le terrain, les chefs d'entreprise en sont particulièrement heureux. Comme quoi,
vos critiques ne correspondent pas toujours à la réalité du terrain. Et puis, dans le cadre de l'industrie du futur, certains ont peut-être été surpris de voir que je portais à la boutonnière un petit coq bleu qui correspond au logo de la French Fab. Et vous avez peut-être vu passer ce matin sur vos boîtes mail un communiqué de presse de région de l'Épis-la-Loire, puisque nous lançons la French Fab en Pays de la Loire aujourd'hui. La French Fab, c'est pour, si vous voulez, en quelque sorte, fédérer l'industrie française, comme la French Tech fédère toutes les entreprises des industries numériques. Eh bien, la French Fab fédère les industries françaises parce que ça doit être une priorité d'abord de la France, mais c'est une priorité de la région des Pays-de-la-Loire. Je rappelle que la région des Pays-de-la-Loire, c'est la deuxième région de France en pourcentage d'emplois industriels par rapport aux emplois totaux. Et donc c'est cette longueur d'avance qu'il nous faut conserver et même augmenter. Et voilà, nous voulons décliner la dynamique de cette French Fab sur tous nos départements. Donc nous lançons cette marque aujourd'hui. On s'appuie sur l'industriel, on s'appuie aussi évidemment sur l'Alliance pour l'industrie du futur, on s'appuie ici évidemment sur BPI-France. Et donc, après s'être investi dans la gouvernance de l'Alliance pour l'industrie du futur, la région des Pays-de-la-Loire lance ce plan French Fab, ou tout au moins lance ce label, ce qui n'est pas un plan, mais un label French Fab, avec une ambition forte pour le développement de son industrie. Je vous remercie.